bienvenue à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas Pinkinov, en quelques mots brièvement, Pinkinov est une association qui regroupe des hommes et des femmes de l'innovation. Ça fait plus de 7 ans qu'on existe maintenant et on a une particularité, c'est que au-delà de faire des sessions comme on peut le faire aujourd'hui, de partage de connaissances et de savoir-faire. On est aussi une association qui est dans une logique de maker et c'est pour ça que dans cette approche, on va lancer une nouvelle formule avec l'équipe Pinkinov à compter de janvier 2022 sur des ateliers dîners de makers pour qu'en parallèle de ce partage de connaissances, on puisse aller vers de la pratique en physique comme on l'a toujours fait avant qu'on ait cette période Covid. Voilà. Aujourd'hui, on va traiter, alors si j'y arrive, voilà, un sujet qui est smart, numérique et éthique, et notamment comment vivre dans un monde où la technologie envahit tous les domaines, en garantissant une chose qui est importante pour nous, la liberté individuelle, la protection de la vie personnelle. Alors, pour commencer cette introduction, je voulais partager avec vous un constat que nous faisons aujourd'hui et qui montre qu'on est fait face à une augmentation exponentielle des données. Le volume mondial a été multiplié par 30 en 10 ans. On voit et on attend une augmentation de 40% dans les 5 ans à venir de la donnée et il est projeté à 2025 d'avoir 175 zeta-octets de données. Alors, un zeta-octet, pour ceux qui ne savent pas, c'est 10 puissance 27. Donc, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que tout est data, que c'est une matière première qui est d'une valeur inestimable, mais cette matière première, c'est aussi la mise en données de notre quotidien, de notre vie, au travers de tout ce que l'on peut laisser sur les réseaux sociaux, sur les plateformes comme Google, Facebook, Instagram, et que l'on trouve sous des formats soit vidéo, images, textes ou encore audio. En tout cas, l'augmentation de ces données est telle qu'aujourd'hui, dans le monde de la technologie, on le considère comme une méga trend. Et pourquoi? Parce que toutes ces données alimentent ces nouvelles technologies. On le voit à travers les algorithmes, on le voit à travers le machine learning ou encore l'intelligence artificielle qui se nourrit des expériences passées et que l'on retrouve dans la reconnaissance de formes, dans l'intégration du réel, dans la capacité d'interaction homme-machine ou encore dans la capacité d'analyser des masses de données qu'on ne pourrait pas, humainement parlant, faire pour créer de nouveaux produits et de nouveaux services. Et là, ça commence à poser question parce que quand on parle d'intelligence artificielle, et on en reviendra avec Laurence Vanin, il est vrai que jusqu'où l'homme doit-il entraîner l'intelligence artificielle? Quel est le cap à ne pas dépasser? Et dans cette partie, ça pose effectivement la question de l'éthique. Alors par contre, l'éthique, quand on parle d'éthique, de quel référentiel parle-t-on? En général, on fait référence à des codes, à des principes qui sont notre grille de lecture, en tout cas pour nous, citoyens européens. Mais au final, l'éthique, on se rend compte qu'elle est relative, qu'elle n'est pas universelle et qu'elle est liée à un contexte, soit un contexte d'entreprise, soit un contexte de secteur, de produits, mais aussi de pays et de culture. Et je voulais partager du coup sur ces sujets-là deux approches avec vous, deux exemples. Vous savez, dernièrement, Facebook a décidé de se nommer Metaverse. Je partage avec vous un commentaire d'Aurélie Jean, qui est une spécialiste de l'intelligence artificielle, qui est aussi auteur du livre « Les algorithmes, faut-il la loi ?» et qui met en garde sur cette nouvelle démarche que peut avoir Facebook, qui aujourd'hui va être en capacité de collecter l'information quasiment en temps réel sur nos comportements. En parallèle, je partage avec vous une autre source de données. En fait, vous pouvez le trouver sur le lien YouTube. C'est une petite émission extrêmement courte faite par Micode et qui montre comment, avec l'OSINT, c'est l'Open Source Intelligence, on est en capacité d'aller chercher des informations extrêmement loin. Et en fait, ils sont partis d'une image qu'ils ont téléchargée depuis Instagram, qui était postée par un voyageur qui a pris une photo en plein ciel dans un avion. Et ils sont arrivés, grâce aux outils open source, à identifier le type d'avion qui était concerné, mais aussi le numéro de l'avion, d'identifier la ville de départ, l'heure du vol, la ville d'arrivée et la position
du voyageur qui avait pris la photo. Autant dire qu'on arrive dans un domaine qui est extrêmement intéressant, en tout cas à partager en termes d'éthique, et que l'on partagera avec notamment la présentation de Laurence. En tout cas, donc, ça pose question sur la data et l'éthique. Est-ce que les données et l'éthique sont-elles conciliables? Mais au-delà d'être conciliables, quid de l'intégrité des données et de leur sécurité aussi? Et je partage avec vous ici notamment l'X-Road, qui a été le chemin par lequel est passé le pays le plus digitalisé au monde, qui s'appelle l'Estonie, et dont vous pouvez retrouver l'intégralité de l'histoire et comment ils sont arrivés au fait que l'ensemble de leur population est une empreinte numérique, au travers du livre de Violaine Champetier-de Ribe, qui a coécrit le livre Demain tous estoniens, l'Estonie, une réponse au GAFA. Et dans une interview, Violaine disait, en fait, certaines informations n'ont pas spécialement de valeur en tant que telle, c'est-à-dire, par exemple, savoir que je suis ou que quelqu'un est A+, au final, quelle importance? Par contre, si les données sont hackées et que le A+ est transformé en O+, là, il y a un vrai impact. Et cet impact, il est que si vous êtes amené à avoir une intervention de transfusion, ça devient mortel. Et là, c'est le risque. Quid de l'intégrité des données? Quid de la sécurité des données personnelles? Et vous verrez, nous traiterons ce sujet au travers de l'intervention de Fabien. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est de partager avec nos intervenants comment vivre dans ce monde où la technologie envahit tous les domaines, et comment garantir cette liberté individuelle et la protection de la vie personnelle. Nous aurons tout d'abord une interview de Charles Palanca, Charles qui est le CEO d'Electrony, vous verrez dans cette interview, il se présentera. Et puis ensuite, nous enchaînerons avec Laurence Vanin. Laurence Vanin qui est fondatrice de la chaire de la Smart City et qui est aussi philosophie et éthique, et je précise parce que d'où l'importance de l'intervention de Laurence, mais qui est aussi la directrice du comité éthique de l'Institut du numérique responsable et expert de l'Institut Europe IA, et qui abordera le sujet sous l'angle l'homme est-il un être prédictif, et qui rejoint un peu l'exemple que je vous ai partagé d'Onsi tout à l'heure. Et puis, nous conclurons cette partie avec Fabien Gauthier, qui est directeur marketing France de la société Equinix et qui nous partagera sa vision de la souveraineté des données dans le cloud, la protection des données personnelles, les stockages et leur traçabilité. Merci Laurence et Fabien d'être avec nous aujourd'hui. Et ce que je vous propose, c'est de partager cette interview de Charles qui ne pouvait pas être avec nous et qui va vous donner sa vision en tout cas du sujet de la donnée et comment avec cette donnée, il l'utilise lui de son côté pour pouvoir créer des produits, des services, mais surtout être en mesure d'avoir un point de vue en tant que CEO sur la donnée. Bonjour Charles, merci d'être présent aujourd'hui pour Numérique et éthique. L'idée est de comprendre comment une entreprise comme la vôtre utilise les données et comment ces données contribuent au développement et à vos innovations, qu'elles soient produits ou services. Alors, avant de commencer, ce que je vous propose, c'est de vous présenter qui vous êtes, quelle est votre société pour que l'audience puisse mieux vous connaître. Très bien. D'abord, je vous remercie pour cette invitation. Donc, Charles Palanca, je suis président de l'entreprise Electrony. Electrony est une PME basée à Montsartou, donc dans le sud de la France, au nord de Cannes, tout proche de la zone de Sophia Antipolis. Et on fait des études de la conception et de la fabrication de cartes électroniques. Alors, une fois que je vous ai dit ça, je vous ai peut-être noyé parce que vous ne savez pas à quoi ça correspond. Donc, je vais vous imager ça très rapidement. Quand vous êtes avec votre voiture et que vous prenez l'autoroute, par exemple, et que la barrière s'ouvre toute seule au péage, eh bien, à l'intérieur de cette barrière, si vous voulez, il y a des cartes que nous fabriquons. Quand vous traversez un tunnel dans cette autoroute et vous avez des petits voyants de chaque côté de la route qui vous indiquent un petit peu le passage, eh bien, là aussi, c'est des produits que nous fabriquons. Et si vous sortez l'autoroute pour aller, par exemple, vers un aéroport, si vous êtes à Paris, je crois que vous êtes à Paris, oui. Voilà, et que vous cherchez des places sur cet aéroport, eh bien, vous avez des indicateurs pour vous dire où les places sont libres, des petits voyants rouge-vert au-dessus des places libres. Eh bien, là également, il y a des cartes que nous fabriquons. Et puis, si vous rentrez et que vous prenez un café dans ce merveilleux aérogare, eh bien, la machine à café qui va vous délivrer du super café, si
Elle est de marque française. À l'intérieur, il y a également des cartes que nous fabriquons. Et les avions qui décollent et qui se posent font appel à la tour de contrôle. Et la tour de contrôle gère des paramètres météorologiques comme la direction du vent, la vitesse du vent, la hauteur des nuages, la densité des nuages. Et là aussi, il y a des cartes que nous fabriquons. Je dirais même quand Thales Alenia Space envoie des satellites dans l'espace, puisque Thales est à Cannes, et nous sommes à Montsartou, c'est tout proche, eh bien, ces satellites, il y a des essais au sol. Et bien, pour ces essais au sol, nous fabriquons également des cartes de mesure pour ces satellites. Vous voyez, donc, on est une PME de 25 personnes. On existe depuis 30 ans. Et pourtant, les gens utilisent des cartes au quotidien de nos produits sans le savoir. C'est les produits de nos clients. Bien entendu, le nom d'Electroni n'apparaît jamais. C'est toujours nos clients qui apparaissent. Mais nous sommes des fabricants de cartes, des concepteurs de cartes. Partout, il y a du composant électronique. Et Dieu sait qu'en ce moment, les composants électroniques, vous devez en entendre parler. Vous intervenez dans un champ extrêmement large de produits, c'est-à-dire que vous allez toucher des secteurs vraiment extrêmement différents. On a parlé de l'aviation, on a parlé des parkings, on a parlé des voitures. Derrière tout ça, il y a énormément de données qui sont, je dirais, captées par l'électronique. Quelle est votre vision? Est-ce que vous pouvez nous éclairer ce que vous entendez, vous, comme données dans votre domaine à vous? C'est énorme. C'est énorme, la donnée aujourd'hui. Le sujet est tellement vaste parce qu'il y a la donnée, en définitive, la donnée qui est un véritable moteur du développement économique aujourd'hui. Je dirais même que c'est un moteur du développement humain. Pas que économique, bien entendu. Oui. Et puis, il y a les données. Alors, dans les exemples que je vous ai cités, effectivement, pour pas répéter le mot données, dans les exemples que je vous ai cités, j'aurais pu vous citer des exemples aussi dans le médical ou la cosmétique, où on intervient également. Bien sûr qu'on gère énormément de données, et notamment des données techniques. Mais je dirais que la gestion des données techniques, qui passe par nos systèmes d'information, par tous nos outils, si vous voulez, effectivement, est véhiculée entre nos clients et nous, par tous les systèmes existants que je dirais que le commun des mortels connaît aujourd'hui. Mais il me semble que dans la donnée, ce qui est intéressant, ce qui me paraît plus intéressant que la donnée technique, bien qu'elle soit essentielle dans notre métier, c'est comment la donnée permet justement aux individus d'être totalement autonomes, d'être responsables, de pouvoir coopérer. Et je crois que la donnée a permis, en définitive, aux écosystèmes également d'éclore. Ça a permis réellement à tous les acteurs de la cité. On parle des industriels parce qu'on est industriel, mais enfin, on pourrait parler de l'éducation nationale, on pourrait parler des institutionnels, on pourrait parler de tous les acteurs de la cité, y compris des politiques. Aujourd'hui, on peut interagir parce que justement, on a ces échanges de données. Chose qui était très difficile à l'époque. Parce qu'à l'époque, il fallait pratiquement se voir pour échanger. Et là, aujourd'hui, justement, avec la dématérialisation de l'information, avec la possibilité d'être connecté en permanence, alors certes, il y a des effets pervers, certes, il y a des effets de bord, ils sont nombreux, mais par contre, la donnée permet une émancipation, pour moi, totale, effectivement, de la société. Donc, alors, parler de données, on peut parler de données techniques, on peut parler de données administratives, fiscales, sociales, mais c'est énorme le sujet. Voilà. Mais pour moi, le sujet le plus important, il est associé la donnée à l'humain et à la potentialité d'évolution, justement parce qu'aujourd'hui, on échange des données et qu'on est passé dans le monde, je dirais, où ce qui gérait avant, le monde, c'était, on va dire, la force et la matière, un petit peu, et aujourd'hui, c'est les flux, c'est les clics. Vous captez ces données, vous les utilisez, et qu'est-ce qu'elles vous permettent de faire, au final, ces données? Alors, encore une fois, c'est difficile parce que si vous parlez de données techniques, comment je les capte, si vous voulez, on les capte par le réseau. C'est des données où, en définitive, tout le monde est volontaire pour la communiquer, cette donnée. Parce qu'il y a des données où on est volontaire pour la communiquer, cette donnée, puis il y a des données où on va capter de la donnée. Nous, dans les aspects techniques, effectivement, la donnée que l'on collecte chez nos clients, c'est la donnée qu'on échange avec nos clients. Donc, c'est des données techniques sur des dossiers, sur des cahiers des charges, sur des cahiers de recettes, sur des cahiers de spécifications. Vous voyez, quand il faut faire un outil de mesure pour un satellite, je veux dire, c'est de la donnée purement technique, effectivement, qui est échangée et qui permet de construire en définitive le système. Alors, chez nous, la donnée, ce qu'elle permet de faire, c'est de l'innovation, de la créativité, et effectivement, et elle permet de réaliser notre business, quoi. Elle est à la base même de notre business. C'est grâce aux données échangées, effectivement, que l'on peut fabriquer les produits qu'on peut imaginer dans nos bureaux d'études.
La fonctionnalité, d'ailleurs, l'économie de la fonctionnalité qui est en vogue depuis une bonne dizaine d'années, s'est occupée en priorité aux usages plutôt que, effectivement, à l'aspect technique. Bien sûr, mais on n'a pas parlé également des données immatérielles, parce qu'on aurait pu parler aussi de cette partie-là, parce que les données immatérielles dans des sociétés comme les nôtres, comme les PME, en définitive, elles sont fondamentales. Elles sont pas, vous voyez, elles sont pas au bilan, ces données-là, et pourtant, elles sont terriblement structurantes. Et elles n'apparaissent pratiquement pas. Et c'est une grande difficulté, d'ailleurs, de faire apparaître ces données immatérielles, effectivement, dans nos processus, quoi. Et ça, c'est un des grands enjeux de notre société d'électronique pour l'année 2022 et la suivante 2023, c'est comment, effectivement, en définitive, matérialiser, valoriser ces données immatérielles qui sont colossales. Et effectivement, on ne fait pas de la technologie pour de la technologie parce que ce serait contre-productif et je dirais que même écologiquement, ce serait désastreux. On essaye, alors même si, effectivement, ces dernières années, enfin en tout cas, dans les décennies passées, la technologie pour la technologie, ça a existé. La preuve en est, c'est qu'on a fait du consommable et on a fait du jetable. Voilà. Mais enfin, il y avait un modèle économique. Je crois quand même que ce modèle-là est derrière nous. Enfin, personnellement, moi, j'en suis persuadé. Quand je dis je crois, c'est que voilà, je le sens qu'au niveau de la population, au niveau de nos clients, c'est quelque chose qui est en train véritablement de prendre racine et de prendre force. Donc aujourd'hui, c'est dans un cadre effectivement de développement durable, tout simplement, que on s'occupe, en définitive, des produits. Avant de se quitter, est-ce que vous pouvez me donner, vous, votre vision, quand on parle numérique et éthique, comment vous considérez l'éthique? Beaucoup disent que l'éthique est relative et qu'elle n'est pas universelle parce qu'elle dépend des cultures, elle dépend de beaucoup de choses. Quel est votre avis sur ce point-là? Alors, effectivement, c'est un domaine qui est sensible et Laurence Vanin saura beaucoup mieux que moi répondre à cette question. Par contre, ce que je pense personnellement, vous avez parlé de culture. Et là, on touche un point essentiel. C'est qu'il n'y a pas une éthique, il n'y a pas des lois universelles, enfin, je dirais presque malheureusement et heureusement, parce que la singularité, c'est quand même du bon. Mais on a des cultures, il y a des cultures, effectivement, et on peut imaginer aujourd'hui qu'effectivement, tous les humains ne peuvent pas réagir de la même façon face à un même événement. Et c'est respectable en soi. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes mondialisés. Enfin, une partie des activités sont mondialisées. Et les cultures ne le sont pas. Les personnes ne le sont pas. Et on a effectivement un grand écart que l'on fait en permanence entre les outils, les moyens que l'on a qui nous permettent d'envisager le monde de façon transverse et puis des cultures qui, elles, effectivement, sont en silo. Et il faut des années d'évolution pour que, effectivement, tout ça puisse émerger. Alors, l'éthique là-dedans, ben oui, l'éthique, comment elle peut s'appliquer? Moi, je vais vous dire, je pars de principe, enfin, je dirais, vous voyez, si on parle d'éthique, pour moi, sur la planète, il y a des principes qui sont incontournables. Voilà. Par exemple, quand on parle des droits de la femme, des droits de l'enfant, des droits de la planète, voilà. Si vous voulez, ça, ce sont des principes. Ces principes-là, ils sont incontournables. On pourrait, je pense, au niveau planétaire, bon, même si on phosphore et que ça ne fera pas partie de l'interview, on pourrait, au niveau planétaire, ériger 10 principes. Et je pense que toutes les cultures pourraient très bien se mettre d'accord sur ces principes. Et ensuite, laisser faire les continents, laisser faire les États sur comment ils appliquent les principes chez eux. Ils font leurs lois, ils font ce qu'ils veulent, ils utilisent leur culture, mais par contre, personne ne déroge à ces principes. Voilà. Et c'est ce qui manque un peu, c'est cette vision. Alors, bien sûr, nous, on a une vision très occidentale de la chose, et c'est facile de le dire de notre côté. Mais malgré tout, voilà, je dis souvent d'ailleurs à mes collaborateurs ici, on n'est qu'au XXIe siècle. L'Égypte, c'est 50 siècles. L'Égypte, c'est 50 siècles. Nous, de notre ère, on n'est qu'au XXIe. Alors, il nous en manque encore peut-être un ou deux, peut-être trois, je ne sais pas. J'espère que c'est beaucoup moins. Mais j'ai bon espoir qu'on y arrive. Merci pour cette interview et ce temps. Alors voilà, en tout cas un point de vue, le point de vue d'un CEO
qui a ouvert la voie d'un côté, effectivement, sur Laurence et sur d'autres sujets pour Fabien. Ce que je vous propose, c'est d'enchaîner avec l'intervention de Laurence Vanin, avec qui vous allez pouvoir échanger. Mais avant, ce que je vous propose, c'est de scanner ce QR code que vous voyez, de l'ouvrir, parce que Laurence a 3 questions à vous poser et qui vont alimenter effectivement le sujet. Et je vais passer la main du coup directement à Lauriane pour qu'on puisse avoir accès directement à la présentation. Et j'arrête de partager. Donc, vous pouvez, Lauriane, si tu peux donner la marche à suivre. Alors, du coup, est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. On ne voit pas le quiz hein, sur Slido. Alors, c'est normal, j'attends que tout le monde soit connecté, comme ça, après, je peux l'activer. Vas-y, active-le. Ah, Ça y est, il a apparu. c'est bon. C'est bon. OK. Alors, du coup, et ensuite, on fait l'enquête, c'est ça? Normalement, après, je peux démarrer le quiz. Là, j'attends juste, j'ai 6 personnes. Démarre-le. OK. OK. Si on voit la seconde question. Hop. Laurence, tu vas avoir beaucoup de choses à nous dire parce que je pense qu'on va avoir du oui quasiment partout. Ah là, c'est un peu plus mitigé quand même. C'est plus mitigé sur la deuxième question. Alors, êtes-vous sur les réseaux sociaux? Là, on devrait peut-être avoir un 100%. Effectivement. Ouais. Tu vois en live, Laurence, les résultats? Oui, je vois. Alors, ce que je te propose, maintenant que tu as vu tous ces résultats, et merci à tous d'avoir contribué, c'est de prendre la main pour nous présenter l'homme est-il un être prédictif? Exactement. Alors, je vais me mettre en mode partage. Voilà, on voit ton écran. Ce qu'il faut, c'est en mode… Voilà. Est-ce que vous avez le… Alors, oui. Voilà. OK. Écoutez, bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'être parmi vous. Je remercie Hélène Campourcy, bien évidemment, de m'avoir invitée à participer à cette matinée Pink Innov. Et je suis très heureuse de représenter l'Université Côte d'Azur, notamment par le prisme de ma pensée qui est orientée vers la philosophie et surtout en tant que représentante de la chaire Smart City Philosophie et Éthique qui œuvre en ce moment à la compréhension justement des intentions, puisqu'on parle de la Smart City comme étant la ville du futur. Pour moi, on est déjà dans la Smart City, mais bon, on va dire qu'on va se caler sur Paris avec le projet 2050. Et c'est vrai que cette tendance Smart City ne peut se faire, selon moi, sans une vision philosophique, c'est-à-dire sans convier les grandes sagesses et sans une éthique, c'est-à-dire la considération des grands enjeux de nos libertés et de nos vies de demain. Alors, merci pour cette invitation, d'autant plus que, bien voilà, la question qui se pose, et on l'a vu avec la réponse que vous avez faite très largement dans le sondage, j'ai remarqué que soit c'est du 100%, soit on tombe dans les 80%. Donc, de 80 à 100%, pour moi, on est largement au-dessus de la moyenne, ce qui veut dire qu'en gros, vous êtes connecté tout le temps, vous sauvegardez effectivement dans le cloud, vous êtes plus ou moins abonné à des services particuliers, donc vous êtes des êtres connectés, et donc vous êtes
des êtres traçables. Voilà, la vérité est là. Et donc, il va falloir un peu réfléchir à ces questions. Alors, voilà, je voulais vous demander et je voulais vous montrer qu'est-ce qu'un homme. Alors, bien entendu, j'ai choisi un homme un peu particulièrement charmant qui fait un peu la cuisine, donc qui est en plus épousable. Vous voyez que c'est absolument fabuleux. C'est une plaisanterie, bien sûr, mais vous l'avez compris. D'un côté, on a des algorithmes avec, bien sûr, le mathématicien qui a pensé le nombre et qui a formulé les premiers algorithmes pour donner ce premier langage dont on parlera plus tard dans l'informatique et dans l'intelligence artificielle. Et puis, en parallèle, je vous ai mis un être charnel, c'est-à-dire un être qui est, selon moi, imprévisible parfois et qui peut agir selon son libre arbitre. Alors, la grande question qui se pose lorsqu'on parle de cette humanité qui est aujourd'hui conditionnée par l'algorithme et par l'arrivée des technosciences qui envahissent tous les domaines, et notamment le principe de vie connectée, eh bien, c'est voilà, vers quoi tend-on? Est-ce qu'on va vers cette espèce de grand point d'interrogation qui nous faut poser des questions sur l'orientation de l'humain qui lui-même va être transformable, et on considère aussi que l'homme peut devenir l'hybride, et non seulement l'hybride, mais peut être aussi l'homme cyborg, et il peut être cet homme qui demain pourra être équipé de, comment dire, de prothèses ou de nanotechnologies intégrées dans le corps pour pouvoir, en fin de compte, se connecter comme un objet. Alors, on peut se poser la question, est-ce que l'homme de demain sera un objet comme les autres? Et là, vous voyez, j'ai mis cette évolution de l'humain qui tend vers ce robot, cet humanoïde particulier, ce techno-humain, comme j'ai envie de dire. Et de l'autre côté, j'ai fait exprès, je vous mets en parallèle l'évolution des robots qui au départ étaient des espèces de gros cubes avec des bras articulés et qui petit à petit se redressent comme l'humain, libèrent la main comme l'humain, libèrent la parole aussi et en plus mime une intelligence. Donc, on est véritablement dans une sorte de, comment dire, de mimétisme. Et on comprend, si on croit en Dieu, on va dire que Dieu a créé l'homme à son image. Eh bien, l'homme crée le robot à son image. Et donc, quelque part, c'est une façon peut-être de prendre une revanche sur le mythe de Prométhée et de se dire qu'effectivement, on est dans la grande aventure de l'humain. Mais qu'est-ce que l'humain, justement? L'humain, eh bien, c'est un homme, plutôt, comme dirait Heidegger, c'est un être des lointains, c'est un être qui veut anticiper sur son devenir parce que on est toujours préoccupé. Quand je dis préoccupé, ça veut dire être occupé avant. Hein. C'est la définition qui renvoie à l'étymologie naskor, naître, croître, mourir. C'est-à-dire que nous passons notre temps à nous développer biologiquement, mais en même temps, comme nous avons une raison, une intelligence qui nous permet, par la conscience, de nous interroger sur nous-mêmes et de pouvoir faire notre retour à soi, eh bien de s'interroger sur demain, de s'inquiéter de la vie demain. Et puis, on redoute son avenir, ce qui est à venir. Et là, je peux vous dire qu'effectivement, à l'heure de la révolution industrielle, on en est à la révolution 4.0. Moi, dans mon langage, je suis déjà à la révolution 5.0. Comment penser la ville de demain, comment la créer, mais surtout, comment faire avec cette technique qui a toujours une longueur d'avance. L'éthique, c'est presque comme, vous savez, l'arrivée de la brebis d'Oli avait posé question. L'éthique, c'est toujours les questions qu'on se pose après coup, quand les choses ont été faites et on se dit, est-ce qu'on a bien fait? C'est aussi Einstein qui se disait dans son ouvrage Le monde tel que je le vois, il disait la chose suivante, peut-être que ce que j'ai trouvé, je n'aurais jamais dû le divulguer à l'humanité parce que je sais que ça porte aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire la possibilité d'un mauvais usage. Donc voilà, nous sommes des êtres préoccupés, nous anticipons sur l'avenir, nous pensons en amont, nous sommes des êtres vulnérables et nous ne l'admettons pas toujours. Nous avons une sorte de besoin de nous adapter au changement et les transitions aujourd'hui vont tellement vite que c'est complexe. Ça va vite, pourquoi? Parce que je me souviens que dans les années, alors bon, moi 50, j'étais pas née, mais je veux dire, dans les années 60, 70, on a vu arriver au sein des maisons le modernisme, comme on dit, hein, l'aspirateur, la cocotte minute, la télévision, la machine à laver, le téléphone. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas 100 ans. Et nous en sommes aujourd'hui à avoir des ordinateurs et des objets autonomes, ce qui veut dire que quelque part, l'humanité se retrouve avec comment dire, un accroissement et une multiplication de l'univers des objets qui deviennent des objets de plus en plus, comment dire, abstraits, parce que nous, on ne sait pas trop s'en servir. Je ne sais pas vous, mais généralement, un téléphone, on téléphone, on prend quelques photos, mais on ne connaît pas trop la magie de l'objet, c'est-à-dire son abstraction. Nous en restons au premier degré de l'objet et c'est un degré assez, comment dire, assez flou pour nous.
Donc, nous sommes dans une préoccupation de l'avenir. Nous sommes en train de nous demander si la Smart City, si tous ces objets connectés, finalement, nous ne sommes pas rentrés nous-mêmes dans un grand projet qui serait le projet d'une propagande de force de vente avec une force de fatalité à l'égard du monde qui est en marche, qui doit progresser, se développer à partir des technosciences. Et on s'interroge parce que, bien évidemment, on se dit comment faire dans ce monde qui avance très vite si nous-mêmes, on n'a pas envie forcément de cette accélération. On a peut-être envie de modernité, effectivement, mais peut-être plus tranquillement, c'est-à-dire avoir le temps d'intégrer la puissance des objets, les analyser, les comprendre, comprendre aussi la manière dont ils peuvent être mal utilisés pour pouvoir recentrer nos usages et peut-être aussi avoir un droit à la déconnexion. Donc, on est aussi face à des problèmes que l'on rencontre aussi et qui font qu'on veut, les politiques locales, les territoires veulent réenchanter la cité et veulent accélérer en quelque sorte le processus de création de la Smart City, bien parce qu'on a on a envie de remédier à des problèmes de santé liés aux pollutions essentiellement, et puis la surpopulation. Aura-t-on les moyens de mener à terme notre révolution numérique quand on sait que les ressources sont rares et donc qu'elles s'appauvrissent? Et comment faire avec cette Smart City? Alors, le mot smart, c'est souvent mal employé. C'est la ville intelligente, maline, rusée. Alors, dans le malin, il y a le malin. Hein, ça peut être aussi avec tous ses travers. Et en même temps, qui a envie d'être la ville sécuritaire, protectrice, celle qui va résister aux risques, celle qui va, comment dire, prévenir des catastrophes, envisager d'anticiper tous les scénarios de demain, etc., etc. Donc, si on recentre sur quelques idées, quelques valeurs de cette Smart City, on va dire que c'est un ensemble de prouesses techniques, c'est un espace repensé avec de la verticalité et des espaces que l'on ne voit pas, c'est-à-dire qu'on a une forme comment dire, de dématérialisation par le biais des algorithmes, et en même temps, cette dématérialisation nous place face au mystère de l'algorithme et donc à une forme d'opacité des systèmes que nous ne comprenons pas toujours. Et puis, on l'a bien dit, c'est aussi ce qui veut répondre à des problèmes écologiques. Si nous sommes nombreux dans des espaces restreints, comment consommer? Et il faut protéger notre nature. On en a pris conscience davantage, d'ailleurs, avec l'arrivée du Covid. On a aussi une volonté économique. Comment va-t-on faire pour que la ville soit inclusive et pour qu'on ne laisse personne, entre guillemets, dans comment dire, dans une forme de désert numérique ou alors dans un électronisme qui serait considéré comme invalidant pour pouvoir être un citoyen participatif. Il y a de la planification, il y a de la modélisation, il y a de la mobilité, de la sécurité. Vous voyez, la Smart City, c'est un très vaste domaine et il y a beaucoup de choses à dire. Et effectivement, comme le disait très bien Charles Palanca, tout passe par les données et par la façon dont on les recueille. Et le monde de demain, je vous ai montré là maintenant des images un peu idylliques pour vous montrer ce couple qui contemple, etc. La ville, moi je me méfie un peu de tout cela. Je me dis, j'espère que toutes les villes demain ne se ressembleront pas, avec des grandes tours de verre qui seront tellement transparentes qu'on sera nous-mêmes transparents par l'ensemble des données. Nous serons ces citoyens de verre. En même temps, la verdure que l'on veut faire pendre le long des immeubles, est-ce que pour autant, ça veut dire qu'on a réintroduit la nature dans l'espace urbain ou est-ce que c'est un camouflet? On peut s'interroger. Et puis, comment tous ces bâtiments intelligents vont s'auto-réguler. On peut avoir des panneaux solaires pour chauffer ou produire de l'électricité. On peut avoir de l'eau qui, comment dire, est récupérée par les eaux de pluie et qui peut alimenter les jardins, les chasses d'eau, etc. On peut envisager plein de choses. Et puis, surtout, voilà, on en arrive à des questions éthiques, les questions éthiques et philosophiques. Les habitats vont se transformer. Et là, je vous montre deux habitats qui sont pour moi assez exceptionnels, à savoir qu'ici, vous avez dans la première pièce, vous avez un salon avec tout un décor. Ce décor, ce sont des écrans. Demain, je peux y mettre une cascade avec l'impression d'une chute d'eau. Là, ici, vous avez un lit, mais quand on se tourne et qu'on regarde l'intérieur, ce sont que des écrans, c'est-à-dire qu'on peut travailler chez soi. On peut faire baisser ici des rideaux, des volets, on va dire, roulants, ce qui fait que vous vous retrouvez dans un bureau avec des lumières et vous pouvez être en visioconférence, isolé, tranquille, pendant que vos enfants ou votre femme profitent dans le salon. Dans la pièce à côté, vous avez une chambre où vous avez la jeune femme qui finalement, sur ces écrans, bon, pas spécialement dans ce modèle-là, mais généralement peut se contempler et voir également quelles sont les couleurs qui vont lui aller le mieux aujourd'hui, suivant son teint, l'énergie qu'elle dégage, etc. Donc, on se rend compte qu'on est avec des décors sur écran, on a des puissances de l'éphémère, puisque les choses
sont augmentées par une réalité. Et en même temps, ce décor qui est présenté, la chute d'eau, la vue sur la ville, la représentation d'un monde de verdure, tout ça, c'est de l'éphémère. C'est un monde d'illusions où on se joue d'eux. Et on se joue de quoi? Ben, on se joue de nous-mêmes, puisque quelque part, la nature existe vraiment et que ce que nous faisons, ben, c'est peut-être passer à côté des choses. Et là, ça pose des questions éthiques. Ça les pose d'autant plus que dans la ville, ce qu'on nous présente comme quelque chose de fantastique, à savoir la gestion du stationnement, la possibilité d'arriver dans une rue avec des détecteurs de pollution, des éclairages modulables, des recharges de véhicules. Bien évidemment, tout cela, c'est propice, on va dire, à une organisation de la cité, à une valorisation de la rue, à une, comment dire, une exploitation comment dire, des ressources pour les utiliser, les optimiser et peut-être penser aussi les recyclages. Tout ça, c'est extrêmement performant et utile à l'humain, surtout dans les conditions d'une ville qui serait amenée à être repensée parce qu'on est tous nombreux à s'orienter vers la ville. Mais en même temps, tout cela, c'est un ensemble de données qui sont récupérées, stockées. Si vous vous garez dans votre rue tous les jours à 18 heures quand vous rentrez de votre travail, le jour où vous rentrez à 19h30, eh bien, ça y est, c'est l'anomalie dans le système. Et donc, en quelque sorte, vous devenez des êtres complètement, comment dire, sous surveillance, pas parce qu'on vous observe à la caméra nécessairement, mais parce que toutes les données renseignent exactement sur vos pratiques, vos usages et ce que vous faites dans votre vie. Et avec la domotique dans les appartements et les smart grids, c'est-à-dire la volonté de faire des économies d'énergie, eh bien, on saura exactement comment vous vous déplacez dans votre bâtiment, ce que vous consommez exactement. Et si vous sortez un peu du cadre parce que vous voulez consommer plus, eh bien, vous serez, entre guillemets, identifiable. Et puis, il y a les téléphones. Alors là, j'en fais un peu, j'ai pris ces images parce que je trouvais ça assez marrant. C'est vrai que les relations avec les humains aujourd'hui passent souvent par l'interface. C'est-à-dire qu'on regarde son smartphone et plus l'humain. Et parfois, on peut même envoyer un SMS à la personne qui dîne avec nous au restaurant parce qu'on est 4 ou 5 et puis chacun est dans son monde et donc finalement, on communique par objet interposé. Alors, est-ce que le prolongement de la main, on avait dit que c'était l'outil, hein, c'était le silex pour l'homme de Néandertal. Est-ce que le prolongement de la main, aujourd'hui, c'est le smartphone? Et est-ce que ce smartphone n'amène pas à quelque chose de cette main presque magique, j'ai envie de dire, cette puissance de l'algorithme qui se fabrique derrière nous et le pouvoir aussi que nous avons dans un clic? Je rappelle que cliquer et adhérer, c'est dire oui, c'est donc valider un contrat. Et donc, beaucoup l'oublient. Les contrats du futur, ça ne sera pas un bail que vous allez signer au bas d'un parchemin. Le contrat du futur, ce sera le clic qui aura donné l'adhésion. Donc, lisez bien les formulaires, hein, parce que demain, on peut vous faire signer n'importe quoi, puisque peu de gens lisent en réalité. Et puis, voilà, dans la Smart City, tout est transformé en données, des datas. Donc, il y a des problèmes de stockage. Hein, comment stocker quand ça consomme beaucoup d'énergie pour pouvoir, entre guillemets, rafraîchir les données. Ces collectes d'infos sont des collectes sans fin, avec des traitements permanents. Et il y a des algorithmes qui travaillent en permanence sur ce qui est recueilli. Et puis, il faut savoir, pour travailler avec des ingénieurs, que l'algorithme, c'est quelque chose qui, au départ, est créé par l'ingénieur. C'est quelque chose qui est engagé dans une IA. Mais dès que l'IA est capable d'apprendre seule, elle compose elle-même à partir des données qui l'alimentent. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il y a une perte de contrôle de celui qui a posé les algorithmes initiaux, c'est-à-dire qu'il y a une recombinaison, il y a une combinatoire des algorithmes qui ne sont plus contrôlables. Et quand vous demandez à un ingénieur, tiens, là, il y a une anomalie, comment la corriger? Il y a tellement d'imbroglio de systèmes de données qui s'entrecroisent et qui s'entremêlent qu'il est très complexe de trouver où est l'anomalie à corriger. Et ça, il faut le savoir, parce que ça veut dire que quelque part, on peut perdre la main et ne pas pouvoir véritablement la récupérer. Sauf si on annule l'algorithme et on interrompt l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on peut très bien arrêter la machine, on peut se déconnecter, on peut arrêter l'ordinateur, ce qui veut dire que nous avons quand même un pouvoir. J'ai envie de dire qu'il y a eu une grande transformation dans l'humain. C'est quand au XVIe siècle, on a mathématisé l'univers. Hein, les Grecs observaient. Au XVIe siècle, on mathématise, on donne des formules. 1/2 de gamma t carré, c'est la chute, c'est l'accélération. Donc, vous voyez, on transforme en formule mathématique. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la grande modernité, et c'est ce qui va transformer tout le monde à venir, c'est le fait que notre monde est transformé, nos actions sont transformées en algorithmes. Vous voyez, c'est un langage informatique soutenu par des mathématiques.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, ça veut dire que nos actes sont traduits en données. C'est ce qu'on appelle le deep learning. L'intelligence artificielle, finalement, elle fabrique des algorithmes à partir de tout ce que nous lui donnons. Si je vais voir sur un site Internet pour des lunettes de soleil, vous pouvez être sûr que dans la demi-heure qui suit, j'aurai la crème solaire. Si je prends une crème solaire, bien évidemment, on va me mettre la serviette de plage et pourquoi pas la destination exotique qui me permettra finalement bien de conclure, en fin de compte, ce tableau paradisiaque. Sauf que je pars peut-être à la montagne, ma crème solaire et mes lunettes étaient peut-être pour les grands glaciers. Je n'ai donc pas besoin de serviettes de plage et encore moins de destinations où on va trouver des palmiers. Ce qui veut dire en gros qu'il y a un problème avec ces prédictions faites par les algorithmes, c'est qu'au moment où j'ouvre mon ordinateur, là où je pensais, moi, qu'aller sur Internet, c'était pouvoir accéder à un ensemble de données extraordinaires, pouvoir m'enrichir, m'instruire, etc., etc., eh bien, d'abord, il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de doxa, hein, en grec, ça veut dire d'opinion, c'est-à-dire des gens qui écrivent, qui alimentent des pages alors qu'ils ne sont pas spécialistes pour le faire, mais ils le disent de telle manière qu'ils sont très crédibles, alors qu'en réalité, si on analyse véritablement, les contenus ne sont pas forcément vérifiés, ou en tout cas, ils ne sont pas forcément vrais. Et puis surtout, ce qui pose problème, c'est que tous ces contenus, si on cible vers mes choix, parce que je regarde tel type de film, d'où les streamings ou d'où les abonnements à Netflix. Si je regarde telle ou telle chose plus fréquemment parce que j'aime ou je suis passionnée de jardinage ou d'astrologie, etc., ça veut dire qu'à un moment donné, mon ordinateur s'ouvre sur ces choses-là de manière prédictive et donc je ne peux plus avoir à l'esprit autre chose que ça. En gros, le péril, ça serait que l'homme s'oublie lui-même parce qu'au moment où il se connecte, eh bien, il trouve des sujets qui sont en rapport avec ce qu'il aime. Forcément, il va cliquer, il va naviguer là-dedans et il oublie qu'il est libre, qu'il peut aller voir autre chose, qu'il peut changer d'avis, qu'il peut faire mentir l'algorithme et que donc il a un pouvoir sur sa destinée. Alors là, bien évidemment, ce que je vous dis, c'est terrible. Ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, il faut peut-être taper sur Internet des choses qui ne sont pas celles que vous aimeriez véritablement chercher pour trahir un peu le suivi. Et puis, de temps en temps, il faut aussi faire preuve d'initiative. Il faut arrêter avec cet esprit paresseux qui se laisse guider par la machine. Il faut reprendre possession de son destin et donc de sa liberté et choisir pour soi-même. Et ça, c'est compliqué dans un monde où on veut de la facilité, la culture light, les choses aisées. Vous voyez, c'est compliqué tout ça. Et puis, la conservation des données. Il y a un axe sécuritaire. Et oui, parce que mes données sont stockées, mais elles sont stockées où et par qui? Et puis, si une entreprise a stocké des données que j'ai accepté de donner, si l'entreprise est rachetée, comment sont reprises les données? Quelles sont les durées de vie des données? Et puis, si aujourd'hui, mes parents mettent des photos de moi bébé sur leur profil Facebook, est-ce que j'aurais envie, moi, quand j'aurai 20 ans, de retrouver ma bouille pleine de purée ou de chocolat sur le nez parce que j'ai mal mangé ma tartine? Est-ce que j'ai envie que ce soit ces images-là qui soient sur le net de moi ou est-ce que je préfère que ces photos-là restent de l'ordre du privé, dans l'ordre du sein de la famille, dans l'ordre de l'intime? Et à ce moment-là, est-ce que je vais me retourner contre mes pères et mères pour leur dire je suis contre le fait que vous m'ayez exploité ainsi et que vous ayez finalement, comment dire, vous m'ayez imposé un droit à l'image que je ne vous avais pas donné. Alors ça, c'est bien sûr des exemples que je vous donne. Et puis, il faut réfléchir et anticiper les conflits des logiques, tout simplement parce qu'il y a des antagonismes assez importants. Tout d'abord, il y a une circulation des données, des besoins de sécurité, donc la première chose. Puis, deuxième point, on se dit aussi que la sécurité publique peut mettre à mal les données personnelles, on l'a bien compris, mais surtout que la sécurité industrielle consomme de la donnée. Donc, il y a quelque chose de paradoxal. L'industrie a besoin de faire des études de marché. Pour ces études de marché, bien, c'est plus pratique de le faire par la donnée parce que l'intelligence artificielle va vite et donc elle fait gagner du temps et donc elle rend l'entreprise optimale. Et en même temps, cet humain qui dit mais attendez, calmez-vous, j'ai pas envie que toutes ces données soient là accessibles, que vous vous en serviez, etc., etc. Eh bien là, on est dans un souci éthique. Alors je rappelle que l'éthique, on parle beaucoup d'éthique juridique, le RGPD juridique, mais il y a l'éthique d'avant, c'est-à-dire celle posée par les philosophes, qui renvoie à l'éthos en grec et qui renvoie à mores en latin. Et ça sous-entend ce qui est lié à l'habitude, ce qui est lié au lieu, ce qui est lié à la chose répétitive, en gros à la tradition. Donc la norme ne vient pas d'en haut par le juridique, elle vient d'en bas par la tradition. Et donc, souvent, on a dit que l'éthique pouvait être individuelle. Et moi, j'aimerais ouvrir à un autre
sujet. Et j'espère peut-être qu'un jour, Hélène m'invitera à parler d'éthique et qu'on pourra réfléchir ensemble à cette question. Et je vous la pose. Peut-être que vous réunirez des éléments et on en parlera un autre jour, à savoir, est-ce qu'on peut aller vers une éthique collective? Pour moi, c'est une grande question parce que si on en reste à l'idée de dire c'est de la tradition, c'est lié à la communauté, c'est lié donc au communautarisme d'une certaine façon, ça veut dire qu'un petit groupe, en fonction de sa tradition locale, peut imposer une façon d'être, on est embarrassé. En même temps, au nom de la singularité, du droit à chacun d'être différent, on ne peut pas, comment dire, harmoniser le tout en effaçant les spécificités de chacun. L'homme est un être singulier et heureusement qu'il l'est parce que ça fait la richesse de cette humanité. Par contre, est-ce qu'on n'aurait pas vocation à créer une éthique collective, c'est-à-dire avec des grands principes vers lesquels nous pourrions, comment dire, nous orienter et poser à l'horizon de nos actions des valeurs? Et ces actions seraient communes en quelque sorte à tous. Et ça répondrait à ce que disait en introduction Charles Palanca, à savoir, il manque, puisque maintenant nous sommes des individus seuls face à la mondialisation, il manque ce que moi j'appelle du local associé à du global. Et à ce moment-là, on pourrait entrevoir une nouvelle éthique. Je laisse ça à votre appréciation et j'espère qu'on en reparlera. J'espère que vous aurez des idées et qu'on pourra faire un livre blanc de l'éthique collective associée à la donnée, aux usages de l'IA dans la ville connectée. Donc, ça veut dire que les territoires sont amenés à changer. Il devient un lieu et non plus un déploiement d'espace. Avant, on était dans un espace quadrillé. Maintenant, on est dans une dématérialisation de l'espace, ce qui fait que ça change la décision publique et il y a une opacité. Donc, il faut pouvoir faire confiance. Et puis voilà, l'homme hyperconnecté, c'est celui-là. C'est ce citoyen de verre, c'est celui qui demain peut être sous surveillance et observable à tout moment. C'est celui qui demain pourra même avoir une puce sous la peau ou même un vêtement translucide, comme on l'a vu à la dernière Fashion Week de Berlin, où on trouve des vêtements avec des écrans carrément sur des rebords de veste. Enfin, c'est extraordinaire, oui. Mais attention, si l'homme est traduit en algorithme, si on prédit parce qu'il a cherché des lunettes de soleil qui veut aller au soleil, eh bien, attention, ça veut dire que l'homme, qui n'est normalement, selon Sartre, rien d'autre que son projet, c'est-à-dire qu'il est libre, il est condamné à être libre et à penser pour lui-même et par lui-même, se retrouve un homme manipulé par l'anticipation des algorithmes qui lui disent, avant qu'il décide de se choisir, comment il doit être. Mais c'est terrible, ça. Parce que regardez, quand on vous demande à la vie, oui, tu devrais faire ci, tu devrais être comme ça, tu devrais faire un effort sur ci. Généralement, on n'est pas très sympa. On envoie balader et on dit, oh, je suis un peu comme je veux. Par contre, je m'étonne de cette docilité face à la demande de l'algorithme. Je trouve que nous sommes très dociles et très gentils à l'égard des robots qui ne sont pas forcément bienveillants. Ils sont robots, ils sont équipés d'intelligence artificielle, ils sont là pour nous interroger, peut-être aussi pour nous espionner. Je nous trouve très aimables envers Siri et peut-être un peu moins aimables envers Gaston, Albert ou Simone. Vous voyez, on a des difficultés réellement à, à faire la distinction entre être aux ordres de la machine et être en disposition d'humanité vis-à-vis d'autrui. Est-ce qu'il n'y a pas une déficience de notre humanité? Donc voilà, le cauchemar, ça serait la perte de contrôle. Le fait qu'on pourrait se dire, il y a une collecte disproportionnée des données personnelles, une délégation des décisions critiques aux algorithmes, puisque maintenant on s'en remet à une intelligence artificielle pour le diagnostic même en santé. Il pourrait même y avoir un risque de discrimination quand l'intelligence artificielle est éduquée par des penseurs de 30 ans, jeunes, de sexe masculin et avec une couleur de peau blanche. Vous voyez, ça voudrait dire que ça imposerait un écosystème numérique auquel on devrait se plier et un écosystème qu'on ne verrait pas arriver. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de paradoxal. Ça aurait la puissance et ça aurait la puissance d'une main invisible. Donc, il faut quand même s'intéresser à tout cela. Et puis, quelles vont être les valeurs humaines? Est-ce qu'il ne va pas y avoir de l'oubli de soi avec un individualisme exacerbé, un repli sur soi? Et puis, les no-life, ceux qui préfèrent finalement parler à un robot, vivre chez soi, se connecter et puis avoir une espèce de vie qui n'est plus la nôtre. Donc voilà, on est dans un amas urbain qui nous propose une réflexion sur le vivre ensemble, avec un impératif catégorique, la cité de demain qui est prévue pour 2050, ceux qui auront 5 ans en 2050 vont naître en 2045.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de leur construire ce qui relève pour nous de la fiction, la réalité dans laquelle ils auront à vivre. Et eux, ils n'auront pas la possibilité d'accompagner le projet. Ils vont naître dans le projet qu'on aura prévu pour eux. Donc, nous avons un devoir d'humanité vis-à-vis d'eux. C'est pour ça que je remets cette phrase d'Emmanuel Kant, agis de telle sorte que tu traites l'humanité comme toi-même, y compris les générations à venir. Il faut penser l'aspect normatif de l'ensemble, comment on va normer les usages, comment on va poser des valeurs, comme je le disais, à l'horizon de la Smart City et du reste. Comment recréer du lien, hein, recréer du lien dans le quartier, recréer du lien avec son voisin, et en même temps, utiliser ces outils, parce que ce sont des formidables outils qui peuvent nous aider justement à être plus inclusifs. L'entreprise 5.0, pour moi, c'est celle où tous les droits de l'homme seront respectés, avec peut-être un oubli de l'argent du profit de l'ingénierie et de l'innovation au profit d'un homme qui, lui, sera avec l'IA dans le prolongement d'une main altruiste et intelligente, avec l'idée d'une liberté et non d'un assujettissement aux robots, avec le renforcement des égalités, la réduction des inégalités sociales, et puis surtout les modifications et l'évolution d'un enseignement avec peut-être la connaissance des open source, une appréhension différente des sujets, puisque le monde est amené à changer. Repenser cette humanité qui est nôtre au cœur de ces systèmes et de ces objets connectés qui vont évoluer avec nous et qui nous parlent et qui nous donnent l'impression d'être présents, alors que ce ne sont que des interactions que nous accordons. C'est nous qui leur prêtons effectivement une conscience et une intelligence, alors que je le rappelle, ce ne sont que des machines. Et il ne faut pas oublier les désirs humains, c'est-à-dire s'épanouir, vaincre nos fragilités, réduire les inégalités, penser que nous sommes vulnérables. Bien sûr, ne pas réduire le sensible, qui est important, mais ne pas non plus se laisser trop embarquer et diriger par nos émotions, parce qu'aujourd'hui, tout est émotion, et puis on en oublie parfois la réflexion. La pensée, je le rappelle, n'est pas forcément quelque chose d'austère, hein. Moi, je réfléchis tous les jours et j'ai l'impression que je vis bien avec la pensée. C'est plutôt agréable. Donc, voilà, je pense qu'il ne faut pas rompre avec l'ordre de la nature, que le silence des dunes, quand rejaillit le sens, eh bien, renvoie à la flamme de l'élégance, hein. Je vais conclure ainsi, hein. J'ai toujours aimé le désert, on s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien, et cependant quelque chose rayonne en silence. Et on a envie que justement dans nos sociétés, quelque chose rayonne en silence, une âme, une atmosphère, que l'intelligence artificielle ne peut pas nous donner pour l'instant, puisqu'il faut des humains à l'œuvre dans tout ça. Et comme je le dis, attention, comme dirait Einstein, Dieu ne joue pas au dé. Donc ne nous mettons pas à être dans le jeu du hasard. Ne nous aliénons pas à ces objets. Restons hommes, hein, ecce homo, avec nos défauts peut-être parfois, mais en même temps avec notre devoir d'humanité. Et en même temps, ne nous voilons pas la face non plus. Il faut ouvrir les yeux sur ces sujets pour mieux les appréhender et puis accompagner les changements. Un grand merci, Laurence, parce que très inspirant, ça pose énormément de questions, de remise en question par rapport à ce que l'on fait. Juste avant de conclure sur la partie de Laurence, est-ce que quelqu'un aurait une question à poser à Laurence? Parce qu'après, on va enchaîner sur Fabien, son timing est aussi très serré. Pas de questions? Alors moi, j'en ai juste une, Laurence. Justement, par rapport à tout ce que tu nous as dit, comment garder un regard critique et de la hauteur face à tout ce qui nous entoure, qui régulièrement nous pousse à suivre le chemin et les drivers que nous donne l'intelligence artificielle ou autre, mais en tout cas les circuits que l'on prend, de façon à garder ce libre arbitre et d'avoir le recul nécessaire de rester avant tout humain. Très rapidement, en 1 minute. Alors, moi, ce que je tenais à dire, c'est ce qu'il y avait eu dans les questions au début, c'est qu'à un moment donné, oui, nous sommes tous connectés, oui, nous vivons dans notre temps. Moi, je suis tout à fait techno-enthousiaste, j'ai envie d'évoluer avec ce monde qui est fabuleux et qui peut nous offrir des opportunités. Mais attention, à un moment donné, il faut savoir se déconnecter. Il faut redevenir un citoyen participatif avec ce qu'on disait avant, un citoyen, un bon citoyen, on dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas ignorer aujourd'hui ces changements. Et nous ne pouvons pas dire que finalement, nous sommes embarqués dans un monde que nous ne voulons pas, que ce sont les autres qui le font. Et nous sommes des citoyens engagés et nous sommes surtout des usagers, des utilisateurs. Et nous pouvons aussi faire des retours d'expérience. Nous pouvons faire des espèces de coalitions de citoyens éclairés et avisés qui feraient des retours en disant voilà, cette pratique-là, elle ne nous convient pas. Elle n'est pas assez optimale pour telle ou telle raison. Et à partir de ce moment-là, on pourrait avoir un droit de parole et ne pas laisser ces questions-là uniquement
au monde des créateurs de l'innovation qui sont souvent assujettis à l'idée du marché, hein, la loi du marché, et qui n'ont pas le temps forcément de réfléchir aux notions éthiques parce qu'ils sont très absorbés par la recherche et il faut les en remercier puisqu'ils sont là aussi pour inventer ce monde. Mais nous devons rester vigilants, nous devons questionner les objets, les usages et nous devons dire que par moment, il y a des objets dont nous ne voulons pas ou que nous ne les voulons pas tels qu'on nous les donne. Et à ce moment-là, bien se mettre à distance du cloud. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est dangereux le cloud? Ben oui, parce que vous êtes en train de transmettre toutes vos données personnelles, vos fiches d'impôts, vos salaires, toutes ces choses, à une entité, vous ne savez pas où elle est. C'est-à-dire que vous venez de confier comment dire, vos données personnelles à un petit nuage, au lieu d'avoir un disque dur externe, pardon, dans lequel vous sauvegardez régulièrement vos documents, mais ça, c'est chez vous et ça vous appartient. Et vous faites des recettes de vos historiques. Il y a aussi la nécessité politique, je pense, pour l'Europe, de jouer la grande carte, de créer quelque chose qui va faire obstacle aux GAFAM et pour que nous jouions aussi notre carte avec une intelligence artificielle et un monde du numérique beaucoup plus éthique, c'est-à-dire beaucoup plus cadré par la loi, normé par la loi, mais surtout éthique dans les usages. Parce que je tiens à préciser que parfois la loi ne m'interdit pas de faire quelque chose, mais d'un point de vue éthique, je ne le ferai pas parce que je suis respectueuse d'autrui. Donc, Merci. on a une part, dans la flexibilité, on a une part de choses qui nous appartient, qui ne concerne ni la loi, ni l'objet, c'est ce que nous allons en faire. Un grand merci, Laurence, pour cette réponse. Merci, en tout cas, pour ce côté inspirant, hein, philosophique, sur bien des égards, puisque ça repose question. Et merci d'avoir ouvert la voie quand même à Fabien, que je remercie d'être avec nous. Fabien, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, directeur marketing de la société Equinix et qui, du coup, va nous parler de la souveraineté des données, notamment dans le cloud. Donc, quelle transition et comment on peut protéger nos données personnelles qui sont effectivement traçables. Ce que je te propose, Laurence, c'est d'enlever ta présentation et on va laisser la parole à Fabien. Un grand merci pour cette présentation, Laurence. Merci à vous en tout cas et je dois après vous quitter, mais en tout cas, je vous remercie pour cette belle invitation. À bientôt. Bonjour à tous. Merci à Hélène et Véronique pour cette invitation. Je pense que c'est un sujet qui est non seulement d'actualité, mais qui est d'avenir. Je pense que c'est un sujet qui n'est pas clos. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner une lecture peut-être un peu plus industrielle de ce qui se passe avec cette donnée. En tant que particulier, chacun d'entre nous, et c'est ce qui a bien été expliqué à la fois par Laurence ou en entreprise par Charles, on voit que le point important, c'est la donnée. Donc, le métier de mon entreprise, donc Equinix est un gestionnaire de data center. Alors, un data center, il faut imaginer que c'est un grand bâtiment technique. Alors, vous avez peut-être cette image de ce qu'on appelle une salle blanche, une salle dans laquelle vous voyez des baies informatiques, et dans ces baies informatiques, dans 80 et 95-98% des cas, les machines qui sont hébergées dans ces baies sont des serveurs. Donc, un serveur, c'est un équipement qui va stocker de la donnée. Donc, il faut imaginer que dans notre métier à nous, on représente Equinix à peu près 19% des surfaces mondiales d'hébergement. On a à peu près un peu plus de 220 bâtiments dans le monde sur 63 villes. Donc, effectivement, on regarde un peu ce qui se passe avec ces serveurs et ce qui se passe de facto avec ces données, sans jamais y avoir accès. Donc, ça, c'est le point qui est assez important parce que ça va faire le lien un petit peu avec ce qui a été dit avant. Donc, dans notre métier, notre métier consiste donc à héberger ces équipements, ces serveurs, à les alimenter électriquement, à les refroidir et à offrir en fait à ces machines un lieu d'interconnexion. Et ça, je pense que c'est important parce que ça fait le lien avec ce qui a été dit précédemment à la fois par Charles et par Laurence, c'est-à-dire que la donnée, elle va rentrer, être stockée sur ces machines, mais elle va également migrer sur d'autres endroits
Et vous êtes une entreprise lambda, vous avez besoin d'avoir accès à du managed services, on a tout un ensemble d'éléments IT, dont le cloud. Et donc, il faut bien que cette donnée, vous la fassiez basculer d'un point A à un point B. Le cloud, c'est intéressant. Le cloud, parce qu'on a toujours le sentiment que le cloud est quelque chose de virtuel, quelque chose qui n'a pas de réalité tangible et physique. C'est faux. Le cloud, c'est également des serveurs. Quand vous avez une donnée, que cette donnée, vous la stockez sur quelque chose que vous allez qualifier de cloud, ça va arriver à un moment donné sur un serveur. Et sur ce serveur, il va se passer plusieurs choses. C'est-à-dire que cette même donnée, elle va être copiée une fois, 2 fois, 3 fois. En fonction de quoi? En fonction du niveau de sécurisation qui est souhaité par l'usager ou par l'entreprise pour assurer la protection, c'est-à-dire la sauvegarde de ces données. Et c'est peut-être là qu'effectivement, on commence à faire le lien avec ce qu'il advient de cette donnée et ce qu'il peut advenir de cette donnée. Nous, en tant qu'industriels, on doit effectivement offrir un lieu qui permet ce qu'on appelle la continuité de service, c'est-à-dire qu'il faut que cette donnée puisse être stockée de façon sécurisée et puisse être disponible à tout moment pour que vous, particuliers ou industriels ou entreprises de tous ordres, puissiez récupérer cette donnée. Donc, ça veut bien dire que nous, dans notre métier, on est juste le récipiendaire d'une demande. Là, ça fait le pont avec ce que l'on s'est dit ou ce que Charles a dit, c'est nous, on est l'observateur de quoi? Du foisonnement de ces données, d'un besoin toujours croissant de stockage de ces données. On observe également une multiplication du voyage de cette donnée entre acteurs, c'est-à-dire une utilisation de ces données pour différentes choses dont nous, on ignore réellement la finalité. Et par rapport au sujet du jour, ça veut dire qu'effectivement, ce stockage-là ou ce foisonnement des données n'empêche pas des réflexions d'éthique, voilà, ou de bon usage de la donnée. Et ce sur quoi je voulais insister un peu plus aujourd'hui, parce que ce sont les discussions que nous, on a avec un certain nombre de DSI, il est important que chacun prenne conscience qu'il a une responsabilité vis-à-vis de cette donnée. Et que cette responsabilité, elle est à la fois individuelle, mais j'allais dire, on a évoqué jusqu'à l'instant avec Laurence la notion de collectivité, mais un premier niveau de collectivité, ça peut être l'entreprise. Et au sein de cette entreprise, on a un certain nombre de personnes qui sont les DSI, les responsables informatiques, qui sont les responsables réseau. Et donc, par rapport au sujet du jour, moi, j'invite chacun à avoir des niveaux de discussion divers avec ces responsables informatiques et avec ces responsables réseau avec lesquels nous, on travaille. C'est-à-dire que nous, quand on va travailler en tant qu'industriel, si je peux dire, de l'hébergement de ces données, les questions que l'on va poser à un DSI, c'est quel est le niveau de sécurisation que vous avez besoin pour vos données, quel est, entre guillemets, l'usage que vous allez faire de cette donnée. Et en fonction, en fait, du niveau de criticité de la donnée, il y a peut-être un certain nombre de formats de stockage ou d'usage de la donnée qui peuvent être privilégiés. On a évoqué tout à l'heure le cloud et la crainte qui existe sur le cloud, mais pour rassurer un petit peu tout le monde, les responsables informatiques ne sont pas fous par rapport à ce qui est fait de cette donnée. Les responsables informatiques sont des personnes qui vont se poser les mêmes questions sur à la fois la criticité et l'usage final qui doit être donné à une donnée. Et donc, quand on parle du cloud, ça dépend effectivement de la nature même de la donnée. Vous allez voir dans le cloud être hébergé dans un premier temps par les DSI des éléments qui sont moins sensibles, moins personnels, des choses comme ça. Et donc, nous, sur le data center, on a ce qu'on observe, c'est ce qu'on appelle de l'hybridation. Et de l'hybridation de stockage. C'est-à-dire qu'on va avoir des entreprises qui vont stocker sur du legacy, c'est-à-dire des serveurs qui sont leurs serveurs, où ils ont un total contrôle de la donnée, de ce qui rentre et de ce qui sort, et puis du débordement qui est fait dans le cloud pour des éléments où il est nécessaire d'avoir une certaine forme d'agilité,
mais pour lesquelles, effectivement, ce sont plutôt des données un peu moins sensibles qui vont transiter. Donc, par rapport au sujet qu'on évoque aujourd'hui, j'attire l'attention de chacun, c'est que, et ça rejoint certainement le point qu'a longuement développé Laurence, c'est que c'est une petite question de responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous faisons face à des outils. Ces outils permettent de faire foisonner les données, de faciliter leurs échanges, et donc, effectivement, in fine, à la fin, vous avez de l'hébergement. Mais ce qui est fait de cette donnée n'interdit pas un certain contrôle dessus. Mais ça implique une réflexion amont avec les responsables informatiques. Et ça, j'invite tout le monde, dans le cadre des organisations auxquelles ils appartiennent, d'avoir ces discussions-là. Et de toute façon, je pense, je serais étonné que les DSI n'ont pas cette réflexion. Ils l'ont, normalement, de regarder un petit peu ce qui est critique et ce qui l'est moins. Donc, c'est vrai que le message que je voulais délivrer, c'est que nous observons quelque chose d'assez massif. Nous observons effectivement un foisonnement des données, une explosion de ces données, mais ce foisonnement-là n'interdit pas effectivement un certain contrôle sur ce qui est fait de ces données et sur la possibilité d'utiliser une technologie ou une autre. Donc, on évoquait le cloud qui est un élément de l'informatique aujourd'hui, mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, il y a différents modes de format de stockage, d'hébergement de la donnée. Et aujourd'hui, on a, quand Equinix, dans 100% des cas, héberge avant tout de la donnée informatique d'entreprises, mais qui gèrent eux-mêmes cette donnée et cette informatique. Donc aujourd'hui, tout n'est pas cloud. Effectivement, nous, on va avoir des data centers qui sont hyperscale, donc qui sont des centres particuliers, qui sont effectivement le cloud, mais on va effectivement avoir à côté nos data centers traditionnels dans lesquels les entreprises viennent héberger leurs données et gérer de bout en bout l'ensemble de leurs données. Donc voilà, encore une fois, c'est toujours la même chose dans la technologie. Il y a, et ça fait, je pense, le pont avec ce qui a été dit précédemment, il y a une existence de technologie, mais il y a un usage à faire de ces technologies et l'homme reste en contrôle par rapport à ce qui est fait. On a évoqué tout à l'heure la souveraineté des données, parce que c'est effectivement les deux sujets que je vais aborder maintenant, c'est à la fois la souveraineté et, puisqu'on parle d'éthique et de smart city, la consommation électrique. Vous allez voir que tout ça, ce sont deux points importants par rapport au sujet du jour. Donc la souveraineté des données. On a vu les grands faiseurs du cloud, il y a quelques années, se satisfaire de quelques points de présence, notamment en Europe. On va parler uniquement de l'Europe. Ces grands faiseurs sont effectivement américains. Equinix est une société américaine aussi, donc américains ou effectivement asiatiques, et qui avaient quelques points de présence en Europe et qui, pendant longtemps, s'en sont satisfaits. C'est-à-dire que lorsque vous aviez besoin de mettre dans le cloud des données, ces données aller sur Dublin, aller sur Francfort, aller sur Londres, les quelques points, effectivement, qui leur permettaient d'alimenter, si je puis dire, l'Europe. Assez rapidement, pour toutes ces questions de souveraineté, ces grands acteurs ont aussi pris leur part de responsabilité en disant très bien, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repositionner des points, donc des régions, c'est ce qu'ils appellent des régions, sur chacun des pays, pour permettre effectivement une meilleure lisibilité sur où va cette donnée lorsqu'elle est stockée. Et donc, eux ont des protocoles, généralement, ils fonctionnent sur des triptyques de sites, et ils vont créer ces régions, et ces régions-là assurent effectivement que la donnée est hébergée en un même lieu. Donc, c'est un premier élément de réponse quant à la souveraineté des données. Un autre élément de réponse sur la souveraineté des données, et c'est une question qui est aujourd'hui traitée par Gaia-X, un certain nombre d'initiatives au niveau européen, il y a la notion de la nationalité même de l'entreprise qui gère ça. Donc là aussi, Equinix, c'est assez marrant, c'est-à-dire que nous, comme on est les récipiendaires un peu de tout ce qui se passe dans l'IT, que ce soit dans le domaine du healthcare, dans le domaine de la finance, nous, on voit des gens nous adresser des besoins d'hébergement physique, d'infrastructure, avec des données dedans. Et ben, nous, ce qu'on observe actuellement, c'est qu'on n'a pas que des acteurs américains, chinois ou autres qui se positionnent là. On a des acteurs français, allemands, anglais. Et donc, il faut bien comprendre qu'il y a quand même une possibilité de
de choisir des acteurs qui sont autres s'il devait y avoir un doute, s'il devait y avoir un inconfort à un moment donné à cet hébergement-là. Donc, le data center que l'on est vise plusieurs choses. C'est la neutralité, c'est-à-dire qu'il y existe des endroits, des lieux, où là où la donnée est hébergée, elle peut être hébergée par différents types d'acteurs qui sont de nationalités différentes, qui sont de cultures différentes. Et c'est tout à fait possible pour une entreprise d'héberger ces données auprès de la personne à qui il a le plus confiance. Voilà. Ce qui n'obère en rien le fait que les acteurs sont plutôt très responsables sur ces sujets-là. Ce sont nos clients, nos partenaires, mais là aussi, vous avez la liberté. Non seulement vous avez la responsabilité, mais vous avez la liberté et le choix de choisir la personne avec qui vous souhaitez travailler. Donc, il existe, encore une fois, il y a pas, on se sent souvent un peu contraint. Non, cette contrainte-là, elle peut tout à fait être gérée. Alors, je suis sur une démarche effectivement qui est plutôt B2B, c'est-à-dire la gestion de la donnée pour une entreprise avec une autre entreprise. Maintenant, ça peut aussi valoir pour un particulier. On choisit nos fournisseurs Internet, on choisit nos fournisseurs de réseau, et ça fonctionne effectivement très, très bien comme ça. Ensuite, il y a un point qui est important, et je finirai peut-être par la partie sustainability, durabilité, c'est ce qui se passe sur un data center. En fait, j'ai dit tout à l'heure que les données pouvaient transiter d'un serveur à un autre serveur, à la fois d'un acteur à un autre acteur. Historiquement, les échanges qui se faisaient, c'était plutôt des échanges qui se faisaient via l'Internet. Donc l'Internet, c'est très pratique, mais ça a des niveaux de sécurisation qui sont ce qu'ils sont. Voilà. On le sait. Donc c'est pour ça qu'il y a du codage qui se fait sur l'Internet pour l'échange des données, voilà, des choses comme ça. Nous, ce qu'on observe sur nos bâtiments, et la raison pour laquelle tout cet hébergement se concentre sur ces énormes bâtiments que nous gérons, c'est parce qu'on a de plus en plus de connexions de gré à gré. C'est-à-dire, pour s'affranchir d'éventuellement perte de données ou de gens qui auraient accès sur un format sur un autre, sur la donnée, parce que c'est de l'Internet, ça va dans une forme de nuage avant d'arriver là où la donnée devait arriver. Eh bien, on a de plus en plus d'acteurs qui se connectent en fibre optique directement. Donc, ça veut dire que, imaginez que vous avez un serveur dans un bâtiment, avec une entreprise qui fait par exemple du healthcare, qui souhaite communiquer un certain nombre de données à un assureur parce que c'est le rapport qu'ils ont et c'est un certain nombre d'éléments de cette nature qu'ils doivent faire ensemble. Ils n'ont pas envie, pour X raisons, d'être hackés ou d'avoir des choses qui se passent sur ces données. Ayant les deux serveurs au même endroit, ils se connectent directement avec un fil physique, on va dire. Et donc, l'échange de données qui se fait entre ces deux éléments, que sont les deux serveurs de ces deux entreprises distinctes, eh bien, tout simplement, se fait avec un bien plus grand niveau de sécurisation parce que nous n'avons pas, on va dire, ce nuage un peu intermédiaire dans lequel l'information va transiter. Donc, il existe vraiment des schémas et des sujets, des façons de faire qui peuvent permettre de protéger la donnée. Et c'est vrai que nous, dans nos discussions, nous renvoyons systématiquement le sujet auprès des DSI ou des CTO qui nous adressent leurs besoins d'hébergement. Et souvent, ce qu'on leur demande, c'est, le premier niveau, c'est quelle est la criticité de votre donnée. Toute donnée n'est pas à ce point-là critique et devoir être sécurisée au maximum de ce qui est possible de faire. Donc ça, c'est un point important. La responsabilisation, la liberté, le choix. Il existe des endroits neutres sur lesquels vous pouvez choisir vos partenaires et donc apporter un environnement un peu plus sécurisé de votre donnée. Maintenant, la durabilité. Les bâtiments que nous représentons consomment énormément d'énergie. Énergie qui a deux fonctions. La première, c'est d'alimenter les machines, naturellement, pour que ces serveurs fonctionnent et hébergent et stockent durablement ces informations. Ensuite, ces machines, comme elles chauffent, il faut bien les refroidir. Donc, on a connu des épisodes qui deviennent de plus en plus fréquents l'été notamment, de points de température assez élevés à l'extérieur qui font que on a une pression sur les serveurs et que si on n'était pas en capacité de refroidir ces machines se mettraient en alerte et s'arrêteraient de fonctionner.
Donc, tout d'un coup, on n'aurait plus d'accès à l'information. Donc, le data center, c'est un endroit où on va assurer la continuité d'alimentation électrique, entre autres, pour assurer effectivement que la donnée est bien stockable et accessible. Donc, ça, c'est très important. Donc, comme nous avons été comme nous sommes des acteurs effectivement majeurs de là où la donnée va atterrir, être stockée, nous consommons beaucoup d'énergie. Et là aussi, je veux rassurer un petit peu tout le monde, parce que dans notre métier, comme dans d'autres métiers, on est sur un métier où il y a des économies d'échelle. L'informatique, aujourd'hui, elle existe un petit peu partout. Et elle est disséminée un petit peu partout sur le territoire. Chacun a connu dans son entreprise une petite salle informatique où étaient hébergées ces machines. Il faut savoir que la migration de ces petites salles en un lieu professionnel, comme le nôtre, c'est généralement entre 20 et 30% à minima de la consommation d'énergie enlevée. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'avoir des lieux professionnels et spécifiques, c'est un marché chez nous qui existe à peu près depuis 20 ans, parce qu'avec l'ouverture du marché des télécommunications, on a vu exploser effectivement les différents acteurs et les différentes demandes qui nous étaient adressées de stockage. Et bien, tout ça se concentre sur des data centers, mais ça se fait avec des économies d'échelle. Donc, par exemple, dans le cadre Equinix, on a 220 bâtiments, mais il y a 6 ans, on en avait peut-être une cinquantaine de moins. Et entre 2015 et aujourd'hui, on a diminué notre empreinte carbone de 50%. C'est-à-dire que nous, on travaille aussi sur des bonnes pratiques d'hébergement pour faire en sorte de consommer moins d'énergie pour le stockage de ces données. Donc ça, c'est assez fondamental. On a à peu près 91% de nos bâtiments qui vont fonctionner à 100% d'énergie dite renouvelable. Donc ça, c'est aussi important. Donc ça, c'est ce que nous, on fait. C'est ce que nous, on fait. Mais nous, on est, encore une fois, en bout de chaîne. C'est-à-dire que tout ce qui est fait de la donnée, la demande de stockage qui est faite de la donnée, on ne la contrôle pas. Donc nous, on est en bout de chaîne et on a, en tant qu'industriel, un certain nombre d'éléments de cahier des charges. On s'est engagé également pour 2030 à être carbone neutral entièrement. Donc voilà, je veux rassurer tout le monde sur que ce soit un particulier ou une entreprise, il y a des endroits où on peut stocker la donnée en répondant de façon, j'allais dire, éthique sur cette problématique, notamment de durabilité et de consommation d'énergie. Ça, c'est un point important. Par contre, et ça fera peut-être le lien, ce sera le petit point sur lequel je pourrais finir, je rejoins totalement ce qui a été dit par Charles et notamment par Laurence. La donnée, la donnée et le foisonnement des données, c'est principalement lié à des usages. Moi, j'ai l'habitude, quand je discute avec un certain nombre d'interlocuteurs qui me disent « Mais attendez, regardez ce que vous représentez, regardez la consommation d'énergie, regardez tout ça. » Je dis « Oui, mais le consommateur, c'est vous. C'est vous qui consommez de la donnée. C'est vous qui avez 2 ou 3 portables qui, en échangeant vos données sur telle ou telle application, faites en sorte qu'il y a un besoin de stockage défini. Et en plus de ça, quand vous parlez de durabilité, moi, je gère mes data centers, j'ai les engagements que je vous ai évoqués tout à l'heure en termes de bonnes pratiques, d'objectifs de carbone neutralité. Mais j'ai dit, vous avez beaucoup de portables et vous avez beaucoup d'outils de cette nature. Est-ce que c'est à ce point-là nécessaire d'en avoir autant? Donc, on voit bien que je suis assez d'accord sur cette notion de responsabilité. Je voulais rassurer tout le monde sur le fait qu'il existe des infrastructures et que ces infrastructures permettent d'amortir le choc, si je puis dire. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez vu une explosion des données. Je vous rassure, dans les data centers, on n'a pas eu une augmentation de l'énergie à l'échelle des foisonnements des données. C'est-à-dire qu'on a peut-être eu un x6, x5, x6 sur un périmètre de 4-5 ans, mais il y a eu une augmentation de la consommation globale des data centers de l'ordre de 10%. Donc, ça, c'est pour rassurer tout le monde sur ce qui se passe in fine en termes d'infrastructure. Mais ça, c'est un engagement, on va dire, industriel. Et nous, on le fait parce que, je rassure aussi tout le monde, les entreprises qui sont nos clients nous demandent ça. Aujourd'hui, Equinix, si on ne prend que la France, c'est à peu près 1200 informatiques qui sont hébergés chez nous. Dans ces informatiques, vous allez avoir du 440, vous allez avoir du SB 120, vous allez avoir des entreprises de différentes tailles. Et donc, il nous est demandé par ces clients de garantir, si vous voulez, cet engagement. Donc, je rassure tout le monde, il existe des endroits où on peut faire ça. Donc ça, c'est plutôt bien. Maintenant,
ça n'interdit pas, et c'était le début de la conversation, de la responsabilité, une réflexion sur les usages et une réflexion auprès des DSI pour savoir quelle est la bonne façon de faire foisonner ces données. Il y a une facilité aujourd'hui à multiplier les stockages, on dit avec Laurence, est-ce que c'est mieux d'être dans le cloud ou est-ce que c'est mieux d'avoir un disque dur à proximité pour stocker ça? Moi, j'évite d'avoir réellement une opinion là-dessus parce que, alors, regarde, je veux émettre une opinion, ce n'est pas une doxa, mais c'est une opinion en tant que professionnel. Je sais d'expérience, et on l'a vu sur les 20 dernières années, que voilà, il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées. C'est compliqué de priver les gens d'un certain nombre d'usages qui, à bien des égards, sont des usages qui leur offrent de l'agilité, qui leur offrent du confort ou des choses comme ça. On a parlé de Smart City, mais ça pourrait être dans le healthcare, ça pourrait être dans tout un ensemble de choses. On a tous eu des grands-parents qui, à un moment donné, avaient ce petit bouton, vous voyez, sur le ventre. Si jamais ils tombent ou si jamais ils sont en position horizontale, il peut y avoir une alerte qui est remontée. Il y a dans l'Internet des objets, et donc l'analytique qui se fait de l'Internet des objets derrière, il y a plein d'usages qui sont plutôt très positifs pour les gens. Donc il ne faut pas s'interdire ça. Par contre, il faut le faire à bon escient. Il y a probablement beaucoup de données qui circulent sur le net qui ne sont pas si fondamentales que ça. Donc, la réflexion est peut-être à mener avant tout sur ces sujets-là. Mais je rassure tout le monde, il existe des infrastructures, il existe des endroits où on peut faire ça correctement. Mais il faut réfléchir en amont. Ça, je suis d'accord, sur ce que l'on veut faire de la donnée. Un grand merci, Fabien, pour cette présentation extrêmement claire. Est-ce que vous avez une question avant de clôturer pour Fabien sur cette présentation? Alors, pardon, c'est Eduardo. Je n'ai pas une question, plutôt j'ai un commentaire que je pense que c'est important à rajouter. Et c'est bien d'avoir ce positionnement que je dirais positif de la façon de traiter les données dans le data center, comme fait Equinox. Je pense que OVH, Scaleway et des autres sociétés françaises, surtout françaises et européennes, ils font la même chose. Mais ce sont des sociétés qui surtout sont vers un marché plutôt B2B. Mais la réalité, c'est que l'enjeu posé par les sociétés type les GAFA, qui représentent plus de 90% qui contrôlent les marchés de la gestion des données, et ils font que la réalité, c'est un peu différent aujourd'hui, malheureusement. Surtout dans les B2C, quand on parle des traitements des données particuliers, les traitements des données personnelles. Et aujourd'hui, on est tous conscients que, par exemple, les GAFA, ils ne respectent pas les GRPD. Et il y a des gros efforts faits par l'Union européenne pour arriver à quelque chose de cet style. Alors, j'invite à tout le monde à lire un livre de Shoshana Zuboff, qui c'est un professeur à Harvard, qui s'appelle « C'est l'âge de la surveillance du capitalisme », qui explique et que je pense que c'est vraiment très important parce que si nous, on discute ces sujets ici, on est un petit comité, je pense que nous, notre devoir, c'est d'éduquer les gens qui sont autour de nous de cette problématique, de comment est-ce qu'on devrait gérer notre données. Et cette partie, je vous laisse vraiment avec cette… c'est bien de positionner des sociétés comme Equinox, mais la réalité, malheureusement, c'est qu'entre les sociétés américaines type GAFA plus les Chinois, aujourd'hui, on est manipulé, on est contrôlé par les algorithmes. Et malheureusement, il faut mettre à limite à ça. Et bon, je vous propose de commencer par ce livre. Merci. Hélène, et je remercie vraiment Fabien d'avoir pris le temps parce que vu l'explosion des données, on imagine bien le boulot qu'il a, n'est-ce pas? Je voudrais attirer l'attention sur une décision qu'il y a eu de la commission anti-concurrence britannique ce matin, qui a condamné Google à revendre Jiffy.
Et ça, moi, ça me paraît très intéressant. Alors, c'est un petit peu extrapolé, mais pour répondre aussi à la prépondérance des GAFAM, donc Google avait acheté Giphy, qui est une société qui permet de faire des petits gifs, hein, vous savez, ces petites animations drôles, et qui donnait l'autorisation et qui permettait à toute société indépendante de faire des gifs publicitaires. Et le fait que Google ait racheté GIF, évidemment, la commission britannique a dit c'est absolument une clause importante pour la concurrence qu'on redonne la liberté à des entreprises non Google de créer leur propre publicité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour rester optimiste, parce que je suis geek et optimiste, ça, je pense que, je ne sais pas, hein, mais je mourrais comme ça. Je mourrais peut-être avec connecté, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans ce domaine-là. Et pour parler de l'Europe, tu as parlé, Fabien, des réglementations européennes. Je pense, moi, personnellement, que la force des GAFAM fait qu'ils sont dans l'offensive et la création d'innovation, et que l'Europe est beaucoup dans la défense. Donc, je pense que quand on aura des sociétés européennes qui seront à la dimension d'un Google ou d'un Facebook, on aura peut-être aussi plus de poids, plus que de légiférer. Mais ça, il est clair que ce qu'on discute et ce qu'on évoque aujourd'hui, et nous, on en est témoins. Donc, c'était avant tout pour moi un témoignage aujourd'hui plutôt industriel de ce qui se passait. Rien de ce qui n'a été dit, je ne vais me positionner en porte-à-faux de ça. C'est-à-dire que oui, les choses vont vite, oui, les choses vont à une échelle assez importante, et souvent, on a peut-être une surréaction quant à l'interprétation qu'on donne à ça. On a eu des cas de figure voilà, dans l'actualité de mauvais usages qui étaient faits des données, à la fois personnelles et des fois pour un certain nombre d'entreprises. Encore une fois, pour être positif, c'est ne croyons pas que les DSI sont non conscients de ça. Ne croyons pas non plus que les gouvernants n'ont pas pris conscience de ça. Après, c'est effectivement quels sont les outils qu'ils ont entre leurs mains pour mettre en place ça. Et là, ça peut prendre peut-être du temps, mais le jour où le rapport de force ou un équilibre opérera comme ça sur le marché, la réponse sera assez rapide elle aussi. Donc moi, effectivement, je veux dire malheureusement, non, il n'y a pas de malheureusement, oui, dans le monde dans lequel on est, les choses vont vite, bougent vite. Et donc, c'est des équilibres à trouver très vite. Là-dessus, on a fait une étude, alors je digresse un tout petit peu, mais c'est intéressant. Equinix fait partie maintenant du Fortune 500 aux États-Unis, donc c'est une certaine taille, donc on fait partie de ce Fortune 500. Et on a partagé chez nous effectivement une courbe du nombre d'entreprises il y a 60 ans qui restaient dans ce Fortune 500. Il y a 50-60 ans, c'était peut-être une entreprise restée 35-40 ans dans ce Fortune 500. Aujourd'hui, elle y reste en moyenne 14 ans. Ça veut dire qu'on a alors je n'aime pas trop le mot, mais le côté disruptif, comme on utilise souvent en informatique, on a tous connu des Nokia qui ont eu des difficultés, on a tous connu des entreprises ici de là qui étaient leaders sur un marché qui ne le sont plus devenus, qui ont dû changer leur business model, évoluer et qui évoluent encore aujourd'hui. Donc, voilà, les choses vont vite. Je pense que Eduardo a raison, il faut distinguer un contrôle d'entreprise, où là, je pense qu'il faut rassurer tout le monde, et puis après, un contrôle plus personnel, et sur le personnel, j'avoue avoir peu d'avis, si c'est un avis personnel là-dessus. Donc, c'est de l'éthique, de l'usage, on a tous des enfants, et puis les enfants, qu'est-ce qu'ils font de leurs données, comment ils font ça. Moi, j'ai un fils qui a eu 10 ans le week-end dernier et qui me demande une montre connectée. Et avec sa maman, on a regardé quel était le modèle de montre connectée qui lui permettait de faire ce que certainement une montre connectée peut nous faire, la géolocalisation, les messages, un certain nombre de choses, mais probablement pas l'Internet. Typiquement, voilà comment on peut piloter un petit peu les choses. Ça n'empêche pas d'être responsable. Ça, je pense que le mot important aujourd'hui, c'est l'éthique, la morale, c'est des choses qui peuvent être aussi personnelles, mais la responsabilité avant tout, c'est probablement quelque chose qui est fondamental pour ça. Et encore une fois, pour être positif, dans un certain nombre de cas de figure, il existe des outils, il existe des endroits, des infrastructures qui permettent de mettre ça en place. Voilà. Donc, ce n'est pas parfait, comme
on travaille à ça. Voilà. Un grand merci, Fabien, pour oui. Ce mot de la fin extrêmement clair et positif. Merci d'avoir été parmi nous. Et puis, merci à tous d'avoir participé à l'échange de cette matinée. Et je vous propose de se retrouver maintenant en 2022 avec une première session qui sera orientée sur l'éducation et comment changer l'éducation pour aller vers une éducation du futur. Vous verrez un industriel qui a lancé une nouvelle façon d'éduquer les étudiants et les ingénieurs pour redorer le blason de l'industrie, et puis une école spécialisée dans le digital qui apprend différemment, et c'est une façon de préparer effectivement l'avenir et nos enfants justement sur ce rapprochement avec le monde de l'entreprise. Merci beaucoup, très bonne fête de fin d'année en tout cas, et puis on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles sessions. Merci Fabien d'avoir été parmi nous, et merci à tous.